sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais GitHub et aussi prochainement GitLab vont changer le nom des branches par défaut. Avant, elles s'appelaient les branches master et maintenant elles vont s'appeler les branches main. Et en fait, ils ont fait ça pour deux raisons. La première, c'est que en fait, ça n'avait pas vraiment de sens parce qu'en informatique, quand on utilise les termes master et slave, c'est dans le sens où il y a quelque chose qui va contrôler quelque chose d'autre. Mais dans le cas de Git, la branche master, en fait, c'est juste la branche principale. Mais elle contrôle rien du tout. Il n'y a pas de branche slave, il n'y a pas de branche secondaire ou quoi. Donc, ils ont décidé de changer ça. La deuxième raison aussi, c'est que ça fait référence à l'esclavage et forcément, en fait, quel est le rapport, tu vois, pourquoi on est obligé de faire une référence à l'esclavage alors qu'on parle de système de versionning. Donc tu vois, avec tous les mouvements qu'il y a eu, surtout aux États-Unis, etc., il y a quand même quelques compagnies qui essayent de nettoyer un petit peu le langage de l'informatique parce qu'il y a certains termes qui sont là depuis assez longtemps et qui font plus vraiment de sens aujourd'hui, tu vois. Et puis en plus de ça, certains termes qui sont connotés pour rien, tu vois. Donc là, tu vois, master, c'est un exemple. Tu as aussi, par exemple, tout ce qui est blacklist et whitelist. Genre, whitelist, on accepte. Par contre, blacklist, là, on refuse, tu vois. Pareil pour black hat, white hat. Bref, il y a plusieurs termes comme ça qui sont connotés, qui n'ont pas forcément besoin de l'être. Là, en plus d'être connoté, ça rend juste le truc plus difficile à comprendre, plus confus pour quelqu'un qui veut apprendre Git, quoi. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi un sysadmin doit apprendre Git. Pourquoi est-ce que tu nous fais chier? Pourquoi est-ce que les sysadmins devraient aller piquer les outils des développeurs? Donc en fait, Git, c'est utilisé pour le code. Hein. Les développeurs, ils écrivent leur code et puis ils le mettent dans un repo Git. Mais en fait, ça marche pour n'importe quel type de fichier. Ça n'a pas forcément besoin d'être du code. Ça peut même être des images, des choses comme ça, mais c'est quand même optimisé pour les fichiers texte. Et donc le code c'est un très bon exemple de fichier texte, mais ça n'a pas forcément besoin d'être du code. Ça peut être aussi, ça peut être des scripts, même si des scripts c'est un petit peu du code, tu vois, donc des scripts bash que tu utilises. Ça peut être aussi des fichiers de configuration, donc tu sais, tu as un service, par exemple, tu as Apache, et son fichier de configuration, tu peux le garder dans un repo. Et ça peut aussi être tout ce qui est gestion de config, donc tu sais, qui est à moitié du code, comme par exemple, tu sais, Ansible ou Chef, ou des choses comme ça, ou Puppet, ou Salt, tous ces outils-là, qui ont besoin de fichiers de config pour faire des trucs. Et donc tout ça, c'est des outils que nous on utilise en tant que sysadmin. Et donc on peut tirer un gros bénéfice à utiliser Git pour tous ces types de fichiers-là. Et le premier avantage, c'est que ça nous fait un backup. Dans le sens où, au lieu d'avoir tous tes scripts au fin fond de ton disque dur, et que si jamais tu as un problème, ou si jamais ton ordi a un problème, ton disque dur a un problème, et rip tes scripts, et là, tes scripts, ils sont dans le repo, et donc ça te fait un backup. En gros, tu n'as plus vraiment besoin de backuper tous les fichiers qui traînent sur ton ordi. Le deuxième gros avantage, c'est au niveau du partage. Dans le sens où si par exemple tu veux envoyer un script à un de tes collègues, tu sais, si tu l'envoies par email ou si tu l'envoies par Slack ou quoi, et forcément pour lui, pour le retrouver, ça va pas forcément être évident. Si en plus de ça, tu as fait des changements entre temps parce que toi tu l'as sur ton ordi, du coup un mois plus tard il va se dire ah c'était quoi le script que tu m'avais le script que tu m'avais envoyé le mois dernier, mais je l'ai retrouvé mais il fonctionne plus, ah oui attends je t'envoie la nouvelle version. Ça oublie, tu vois. Si tu utilises un repo, et ton collègue il pourra toujours utiliser la dernière version de ton script, il n'aura pas de mal à le trouver parce que ça sera dans la liste des repos. Le troisième avantage, c'est pour la collaboration. Donc là, c'est vraiment pour ça qu'a été inventé Git à la base, c'est que quand on est plusieurs à travailler sur un projet, donc comme je te dis, hein, juste maintenant, on sait, si je dis code, c'est pas forcément du code, ça peut être des scripts, ça peut être de la config, ça peut être même, par exemple, un fichier d'inventaire que tu as genre en CSV ou en fichier texte. Tant que c'est un fichier texte, Git peut t'aider avec ça. Donc d'ailleurs, pour la collaboration, si je reprends l'exemple de mon serveur web Apache, il va avoir un ou plusieurs fichiers de configuration. Si je les ai dans un repo Git, je vais moi facilement travailler de mon côté. Mon collègue, si jamais il veut faire un autre changement que celui que je suis en train de faire, il peut aussi lui le faire de son côté. Et après, Git va pouvoir nous aider à, dans la plupart des cas, pouvoir automatiquement fusionner tous ces changements-là sans qu'on se marche sur les pieds. Donc je te donne un exemple un petit peu plus concret. Tu as ton fichier de config de ton serveur web Apache. Toi, tu veux
rajouter un vhost. Donc en fait, tu veux que ton serveur il gère un site web supplémentaire, un domaine supplémentaire. Et bah, tu es en train de faire cette modification-là. De son côté, ton collègue, lui, il veut fixer un problème sur un des sites qui existent actuellement. Si tu n'as pas Git, il faut que tu prennes sa version de son fichier, que tu prennes le tien, que tu remarques que alors lui il a changé le début, donc en fait il me faut le début de son fichier, il me faut le milieu de l'ancienne version et il me faut la fin de ma version, tu vois. Donc peut-être que pour un petit truc comme ça peut être facile, mais quand ça peut être des plus gros changements, le plus c'est des gros changements et le plus c'est sur plusieurs fichiers différents, le plus ça peut être devenir compliqué à faire. Donc ça s'applique évidemment, tu vois, quand on est plusieurs et qu'on est plusieurs à travailler sur les mêmes fichiers, mais ça peut aussi s'appliquer, même si tu es tout seul et qu'il n'y a que toi qui gères ça en général. Tu peux reprendre le même exemple. Toi, tu es en train de rajouter un site web dans la configuration de ton Apache, et puis je sais pas, c'est un petit peu compliqué, tu veux rajouter du TLS, tu veux faire... bref, ça te prend un petit peu de temps, tu te dis ok, je vais continuer demain. Et puis le lendemain, boum, on tombe dessus, ah, le client il a appelé, il y a un problème, je sais pas quoi, le site il est down, il y a quelque chose qui va pas. Et là, tu dois faire une modification sur ta config, mais tu veux pas perdre ce que tu as fait la veille. Donc là, avec Git, tu peux utiliser deux branches, tu peux avoir tes deux versions sans que l'une écrase l'autre, sans que tu sois obligé de revenir en arrière sur tout ce que tu as fait hier et que tu n'as pas encore fini. Tu peux garder les deux et tu peux facilement après merger les deux changements que tu as fait. Donc ça marche aussi, même si tu es tout seul. Un autre avantage aussi, c'est au niveau de la documentation. Donc on peut donner un autre exemple. Si tu es en train d'écrire un script et que 3 mois plus tard, tu as besoin de ce script-là, et tu le relis, puis tu dis, mais je comprends rien, pourquoi est-ce qu'il a écrit ça, qu'est-ce que je voulais faire à ce moment-là? C'était probablement déjà arrivé, en tout cas moi ça m'arrivait plein de fois. Et avec Git, à chaque fois que tu fais un changement, tu associes un commentaire à ce changement-là. Donc par exemple, si je sais pas, j'ajoute une fonction dans mon script, et je peux dire j'ai ajouté cette fonction qui sert à faire ça. Et dans 3 mois, quand je retrouve cette fonction-là et que je me dis putain, qui c'est qui a écrit ça, qu'est-ce que je comprends rien, et là, tu peux, en une seule commande, savoir quand a été fait ce changement, par quelle personne, et pour quelle raison surtout, parce que par quelle personne, on s'en fout un peu. Et donc, ça te fait naturellement une documentation pour ton code, comme je t'ai dit, ton code, tes fichiers de config, tout ce que tu veux. À chaque fois que dans tes fichiers texte, tu vas avoir besoin de savoir pourquoi est-ce que c'est là, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, en gros, et tu vas avoir la raison, tu vas avoir un petit message qui t'explique quoi faire. Et ça de manière gratuite, entre guillemets, dans le sens où tu n'as pas forcément besoin de maintenir une documentation super à jour. Idéalement, c'est bien de le faire, tu vois, mais ça t'apporte une documentation sur tous tes fichiers automatiquement, en fait, sans que tu aies rien à faire. Parce que de toute manière, si tu veux committer quelque chose, si tu veux faire un changement, ajouter un changement dans ton repo Git, tu es obligé de mettre ce petit message-là. Donc, ça te force un petit peu à faire une documentation vivante et tout le temps à jour. Et donc le dernier argument que je vais citer, il y en a probablement plein d'autres, c'est pour tout ce qui est touche au CI/CD. Donc CI/CD, en fait, ça veut dire intégration continue et déploiement continu. Et en fait, c'est de l'automatisation en gros, mais c'est quelque chose que tu peux pas faire si tu n'utilises pas Git. Si tu as ton script qui traîne sur ton ordi, ou dans Dropbox, ou dans tes emails, ou je sais pas quoi, et tu perds une énorme opportunité d'aller plus loin dans l'automatisation. C'est quelque chose qui est super important, surtout si tu t'intéresses à tout ce qui est DevOps, SRE, etc. et qui va te permettre d'automatiser plein de trucs. Je te redonne un exemple, peut-être ça sera un petit peu plus concret. Si on reprend l'exemple de notre serveur Apache, qui a des fichiers de config, et ce que je vais pouvoir faire, c'est à chaque fois que je fais un changement à mes configurations Apache, avec le CI/CD, je vais pouvoir automatiquement tester les modifications que j'ai fait, être sûr que j'ai pas oublié un point virgule, que ma config elle est valide, tu vois, j'ai pas fait une erreur bête ou quoi. Et je vais aussi pouvoir de manière automatique déployer ce changement, soit sur des serveurs de test, soit si j'ai vraiment un pipeline assez robuste, tu peux même faire en sorte que ça se déploie automatiquement sur le serveur de production, sans qu'en fait tu n'aies rien à faire. Tu changes ta configuration et si elle est correcte, automatiquement elle va aller se déployer en production. Donc ça, tu vois, c'est un petit peu un autre sujet encore, mais si jamais tu veux aller là un jour, forcément tu devras utiliser Git. Et donc voilà. Mais donc peut-être que tu te souviens, mais au début de l'été, j'avais fait une vidéo où je me plaignais pendant 30 minutes. J'étais en train de dire « Ah, j'utilise Git, mais c'est nul, je comprends rien, ça marche pas, etc. » J'étais littéralement en train de chialer. Après avoir chialé, après avoir trouvé comment régler le problème, je me suis dit « Ok, je vais, au lieu de pleurer,
au lieu de pleurer une demi-heure à chaque fois que j'ai un problème avec Git, ce qui arrive tu vois, régulièrement, et bah, je devrais juste me prendre 1 heure ou 2, apprendre Git proprement, comprendre ce que je suis en train de faire, pas faire des commandes au hasard que j'ai copiées et collées sur Internet, et puis c'est fini, tu vois, pour le reste de ma vie. C'est bon, quand j'utiliserai Git, je saurai ce que je suis en train de faire, j'aurai plus besoin de pleurer, si j'ai un problème, je saurai comment le régler, et voilà quoi. Et donc pour me forcer à faire ça, parce que bon, je suis un petit peu flemmard quand même, il me faut une raison pour faire les trucs, je me suis dit, bah, je vais faire une formation sur Git, comme ça, bah, je pourrais pas faire la formation si je sais pas de quoi je parle, donc ça va me forcer un petit peu à creuser le sujet. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, vous pouvez aller jeter un œil. La formation s'appelle Git pour sysadmin, parce que j'ai essayé de tourner les explications toujours dans le sens d'un sysadmin. Donc, désolé pour les développeurs, je sais qu'il y a pas mal de développeurs qui regardent la chaîne, mais là c'est vraiment pour 2 types de profils, on va dire. Donc soit tu n'as jamais utilisé Git, mais tu as quand même compris que c'est un outil qui va régler plein de tes problèmes et va te donner plein d'avantages dans ta façon de gérer une infrastructure, dans ta façon de faire l'administration système. Soit tu es dans mon cas et tu as déjà utilisé un petit peu Git, mais globalement, ce que tu fais principalement, c'est copier-coller des commandes, et puis dès que ça sort un tout petit peu dès qu'il y a le moindre de problème, tu es complètement perdu, comme c'était mon cas il y a quelques mois. Cette formation va vraiment t'aider à comprendre en profondeur comment fonctionne Git, qu'est-ce que fait chaque commande, etc. Donc forcément, j'ai regardé pas mal d'autres explications, d'autres tutos, d'autres formations, mais souvent on part des commandes en fait. On te dit ah bah telle commande ça fait ça, telle commande ça fait ça, etc. Mais on t'explique jamais vraiment qu'est-ce qu'elle fait cette commande, tu vois, quand tu fais cette commande. Et le problème c'est que bah, les noms des commandes dans Git, ils t'aident pas quoi. Surtout que parfois tu as des commandes qui ont le même nom mais qui font des trucs différents en fonction d'autres paramètres. Donc je comprends mieux aussi maintenant pourquoi c'est difficile d'apprendre Git, parce que à la base, bah, Linus Torvalds il avait créé Git comme un truc vraiment bas niveau quoi. Comme un peu comme un file system, comme un peu un système de fichiers. Et puis lui après il pensait qu'on allait faire des outils qui allaient utiliser ça, mais qui allaient rendre l'utilisation plus simple quoi. Et le problème c'est que on n'a jamais vraiment fait ça. Donc ils ont essayé, forcément tu vois, maintenant c'est quand même beaucoup plus utilisable qu'à l'époque où il l'a fait, mais on n'a jamais vraiment séparé ces 2 layers là avec un truc bas niveau et un truc un peu plus haut niveau, un peu plus facile à comprendre. Et donc du coup jusqu'à aujourd'hui ça reste où il y a des commandes qui sont un petit peu qui sont difficiles à comprendre. Donc c'est ça que je voulais adresser dans la formation, vraiment décortiquer le fonctionnement, tu vois, globalement comment est-ce que c'est quoi les meilleures pratiques pour utiliser Git, et puis aussi pour comprendre à l'intérieur de Git comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand tu fais telle ou telle commande. Et donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a le premier lien dans la description qui t'amène directement là-bas. Et pour la première semaine, donc à partir de maintenant jusque dans 7 jours, tu as 50% sur la réduction pour le lancement de la formation. Donc voilà, premier lien dans la description, tu as juste à cliquer et puis on se retrouve là-bas. Salut, à plus.